Bonsoir tout le monde. Je suis très très heureux d'être parmi vous. J'aurais pu être parmi vous il y a 25 ans. J'ai fait un peu le même cursus que vous. J'ai d'ailleurs postulé à Paris 1, mais à l'époque, Paris 1. Moi j'étais à Paris 1, mais à l'époque, Dauphine, il fallait avoir une mention. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Et j'avais fait un bac B, le bac le plus passable, donc le bac économie. Et donc j'ai été recalé dans votre fac et j'ai fait Paris 1, donc Tolbiac, Panthéon. Pendant 5 ans, parce que j'ai fait 2 premières années, je ne savais pas du tout où j'allais. Ce que j'allais faire, j'ai suivi des copains. Donc ils auraient pu faire gestion, droit, ou en tout cas j'ai suivi cette voie pour essayer de trouver quelque chose. Et en tout cas, étant le fils aîné de trois enfants, montrer à ma mère, à mes parents, que quelque part, j'allais pouvoir faire quelque chose de pas trop mauvais. Voilà. Je voulais vous parler de mon job, en tout cas de mon aventure, qui a fait que je suis devenu galeriste, alors que je n'étais pas du tout prédisposé. Je vous disais que j'ai fait une maîtrise d'économie, donc pas du tout quelque chose qui me permettait de prétendre à devenir galeriste. Mais en fait, et peut-être que vous êtes certains dans ce cas de figure, en faisant, après le bac, quelques études, on ne sait pas trop quoi faire, ou en tout cas vers quoi tendre. Et c'était mon cas. En licence, j'ai eu un petit job, j'ai vendu des lithographies en porte-à-porte et pour avoir un peu d'argent de poche, et je m'étais dit, c'est ce truc-là que je vais faire. C'est-à-dire que c'était un monde qui était complètement abstrait pour moi. Je ne savais pas du tout ce que j'allais... Ça défile, je crois, le diaporama. Ouais. Donc ça, c'est mes débuts. J'avais donc 15 ans de moins. J'avais des cheveux. J'en ai un peu moins maintenant. Mais je m'étais dit que quelque part, il fallait que je puisse accéder à une sorte de rêve, une sorte de fantasme. Me dire que même si je ne viens pas d'un milieu où la culture était présente, je sentais quelque chose qui m'obsédait et je me disais, j'avais envie de devenir un galeriste et d'avoir ma propre galerie, rencontrer les artistes, quelque chose qui s'offrait à moi et qui était devenu une évidence. En tout cas, j'étais devenu sûr. Comment j'allais réussir à devenir galeriste, je ne savais pas, mais en tout cas, j'étais sûr de ce postulat. Donc, j'ai 23 ans, je ne fais pas de troisième cycle, je m'arrête en maîtrise, alors que tous mes copains faisaient des ESS ou des EA. Et à l'époque, sous Mitterrand, et merci Mitterrand, filait 43 000 francs pour les créateurs d'entreprises. Voilà. Donc j'ai monté une SARL avec un copain qui avait un double DESS de droit. Et donc on a obtenu 86 000 francs, donc ce qui correspond à 15 000 euros à peu près. Et on a monté une petite SARL et on a commencé à faire les centres commerciaux. Donc au niveau le plus bas possible, puisqu'on n'avait aucune connaissance et il fallait que moi, je convainc mon copain de continuer à persévérer, de ne pas lâcher le truc et de commencer un petit peu à essayer d'atteindre ces artistes qui me fascinaient. Donc, au bout de 1 ou 2 ans, bon, c'est le boulot le plus ingrat parce que tu pars à Angoulême, à Lyon, à Brest, dans les Formule 1. C'est parfois hyper désespérant parce que tu te dis que tu ne vends rien du tout. Il y a des gens qui ont la même culture que toi d'art, c'est-à-dire qu'on vendait des petites reproductions qui valaient 500 francs de l'époque, donc 100 euros, donc c'était sans aucune prétention, mais quelque part il fallait qu'on puisse survivre grâce à ce truc-là. Au bout de 2 ans, mon copain, il laisse tomber, il se dit c'est pas possible, il a continué, d'ailleurs c'est devenu un grand avocat d'affaires. Et moi je m'étais dit que quelque part, j'avais envie de continuer, j'avais envie de persévérer sans toujours savoir où j'allais aller. Donc j'ai vraiment bouffé des pierres pendant 7-8 ans. En me disant que quelque part, il fallait que j'y arrive. Et donc, après Angoulême, Brest ou Lyon ou Nantes, je prenais quelques jours à Paris et j'allais visiter ces galeries où je ne comprenais rien du tout, mais je me disais que c'était le monde dans lequel je serais bientôt. J'espère que ça vous parle parce que je crois vraiment à cette notion qu'est l'obsession. Ne pas lâcher. Si je n'étais pas devenu galeriste, je pense que je serais devenu meurtrier. J'aurais pas pu faire un autre métier. J'avais vraiment une envie, c'était 25-26 ans, comme tous les mecs à 18-19 ans, je sortais en boîte, voilà. À ce moment-là, je rencontre ma femme, qui a 16 ans et demi, qui est toujours ma femme, on a 5 enfants, et je lui avais dit un truc, je lui ai dit, tu verras, tu t'es pas mis avec le dernier des derniers, tu verras que je serai un bon cheval. Alors que je ne savais pas du tout exactement quels étaient en fait les horizons possibles.
Mais je m'étais dit que quelque part, ne pas insister et d'être constamment dans la persévérance me permettrait peut-être d'accéder à ce rêve. Donc je vous la fais courte parce que sinon je pourrais parler pendant des heures. On est en 1999, après 10 années de centres commerciaux, et donc en fait des années très très difficiles, parce que quand tu sais que tu as le potentiel pour avoir, ou en tout cas pour être l'assistant d'un galeriste, ou de pouvoir servir le café à quelqu'un qui te permet de comprendre, de t'enseigner. Moi, je n'avais pas les clés, puisqu'en fait, c'est un monde très, très clivant, l'art. C'est un monde où, en fait, de cooptation, où en fait, il n'y a un petit monde qui s'assemble, qui se rassemble et qui discute entre eux. En fait, moi, je n'avais pas du tout ces dernières clés qui me permettaient d'accéder à ce monde des galeries. Donc, j'allais à la FIAC, c'était en fait tous ces événements d'art contemporain, et j'apprenais par cœur toutes les galeries, une par une. Je les scannais pour exactement savoir qui étaient les différents acteurs, les différentes galeries, et qui étaient les différents artistes, sans savoir, en me disant que quelque part, on habitait Porte de Vanves, et à la Porte de Vanves, il y a d'ailleurs toujours un petit marché aux puces qui vend de la brocante. Et ma femme, elle adorait la brocante, et moi je la laissais regarder de la brocante, et moi j'achetais les petits catalogues qui valaient 20 balles, 30 francs, 40 francs, et qui me permettaient, les petits catalogues de vente publique, qui me permettaient d'apprendre toujours par cœur et de pouvoir avoir les clés qui me permettraient à terme et de pouvoir un jour prétendre à cette galerie. Donc on est en 98, dernière édition de la FIAC. Je me balade avec ma femme et là, au bout d'un moment, on était porte devant à l'époque. À l'époque, la FIAC était à l'endroit du musée du Quai Branly, donc sous une tente. Et j'ai le souvenir d'avoir eu une sorte de moment particulier qui me faisait dire que si ça n'arrivait pas, j'aurais pu devenir quelqu'un de criminel. Et il fallait que ça arrive. On a marché de la FIAC jusqu'à la maison. Et je m'étais dit que si ça n'arrivait pas l'année suivante, il se serait passé quelque chose de terrible. Vous allez vous dire, le mec, il est un peu barge. Mais c'est une vraie histoire. Donc on marche, je dis à ma femme, Annika, écoute, ne parle pas. On a marché du Quai Branly jusqu'à la Porte de Vanves à pied. Et moi, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, il faut que ça arrive. Et donc, parfois, je crois beaucoup à la fatalité. Tu as des portes qui s'ouvrent. Et je pense que dans la vie, il y a ce paramètre qui est important, la chance, et avoir un moment où il faut rentrer dans le truc, parce que sinon, si tu ne rentres pas, ben, tu restes à quai. Et ce moment-là, c'est un de mes copains, qui était colleur d'affiches, parce que c'était le niveau que j'étais, me dit qu'il y a un espace qui s'ouvre, rue Mazarine, dans le quartier où je suis actuellement, qui est fermé depuis 15 mois. Le type qui était juste avant moi n'avait pas payé son loyer, et donc le propriétaire avait fait jouer la clause de résolution de bail et l'avait viré. Le deal qu'il lui avait promis avant de le virer, il lui avait dit, écoute, trouve-moi un éventuel client qui pourrait éventuellement louer cet espace, et je te filerai un petit quelque chose. Donc la personne, je vais la rencontrer, et elle me dit que si je lui donne 70 000 francs de l'époque, il me présenterait le propriétaire des murs, et donc je pourrais avoir ma galerie. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis dit, est-ce que ce mec qui me raconte, est-ce que c'est du baratin? Est-ce que c'est sérieux? Et en fait, je m'étais dit quelque part, je ne risquais rien. J'y suis allé, j'ai réuni avec mon frère et ma mère 70 000 francs. Et donc j'ai filé ça au mec qui m'a effectivement présenté Monsieur Lafarge, qui était le propriétaire, qui m'a fait confiance et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire une grande galerie. » Alors que la galerie faisait 20 mètres carrés. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire comme programme, donc quelque part je me disais « J'ai ma galerie », mais je n'avais aucune programmation. Le quartier où on était, c'était un quartier essentiellement constitué de galeries d'art déco ou de galeries d'art primitif, donc des galeries d'art africain. Absolument pas de galerie d'art contemporain. Et de toute façon, même si je pouvais prétendre à vouloir faire de l'art contemporain, j'avais pas la culture, ou en tout cas, j'avais pas les connexions pour présenter des artistes qu'aujourd'hui je présente. Donc pendant un an, dans mon quartier, j'étais vraiment le mouton noir. Il y a un café qui s'appelle, vous allez peut-être, La Palette. J'y allais avec la tête baissée en me disant, je suis cramé. Les types, ils peuvent pas m'accepter comme un des leurs. Et j'ai montré pendant un an des peintures de la butte Montmartre, donc qui était vraiment le niveau le plus bas dans un quartier un peu snob où les gens en fait, je vous disais, se fréquentent et se rassemblent.
au bout d'un an, quelque part, je m'étais dit qu'est-ce que j'allais montrer en 2000. Et là, je me dis, en achetant des petites publications de l'éditeur Taschen, il y avait quelques magazines autour de la photographie. Je m'étais dit que la photographie n'était pas montrée à Paris. Et il fallait que je montre de la photographie. On a commencé en fait à voyager à New York, au Japon, voir certains photographes, et que j'ai convaincu uniquement par le fait que j'y suis allé au culot en me disant que ces types-là devaient entendre. Et en fait, je leur ai vendu en fait Paris et pas Kamel. Paris, c'était ce qui les invitait, non pas la galerie Kamel Menour, qu'ils ne connaissaient absolument pas. Et en fait, on a fait venir des gens hyper célèbres, assez rapidement, comme Larry Clark, le cinéaste, Araki, bon, je ne vais pas vous citer tous les noms, mais en tout cas des photographes qui avaient vraiment une vraie identité, une vraie reconnaissance du milieu, et qu'on a montré pendant 5-6 ans à la galerie. Alors, ça a dû défiler au fur et à mesure. En fait, on a fait ce petit diaporama qui est une sorte de liste chronologique qui permet en fait de montrer les débuts, donc en 99, la photographie jusqu'en 2005-2006, et ensuite, au bout d'un certain moment, l'accession dans certaines foires d'art, la FIAC, la foire de Bâle, donc qui sont en fait les événements les plus importants du monde de l'art. Et quelque part, au bout d'un moment, quand les gens voient qu'il y a une sorte d'insistance et une sorte de volonté complètement affirmée et complètement volontaire, les portes ont commencé à s'ouvrir et j'ai commencé en fait à rencontrer des artistes dans des squats, des artistes dans des ateliers à l'école des Beaux-Arts qui est vraiment pas loin de la galerie, et au bout d'un moment je devenais quelqu'un qui pouvait être écouté ou entendu. J'ai voulu vous raconter un petit peu en diagonale cette histoire parce que il y a 25 ans de ça, je me rappelle très très bien de mes cours en amphithéâtre où je me disais qu'est-ce que je fous ici. En tout cas, dans mon cas de figure, je ne trouvais pas en fait ma voie en me disant que l'économie, vers quoi ça m'amenait. Je ne me voyais pas faire de rentrer chez Arthur Andersen ou en fait Paribas. C'était pas mon truc. Je me disais qu'est-ce que j'allais faire. Et en fait, c'est au bout du compte ce petit job de vente de lithographie qui m'a fait penser que quelque part, je pouvais peut-être devenir galeriste. Et en tout cas, ce monde de l'art commençait vraiment à me fasciner et commençait en fait à me convaincre de cette volonté d'arriver et de pouvoir être un partenaire des artistes que nous défendons aujourd'hui. Donc maintenant, j'en parle avec un peu de recul, ça fait 15 ans. On a 2 espaces dans le quartier où on est toujours d'ailleurs. Et on défend en fait une génération émergente, donc des jeunes artistes qui démarrent, donc des artistes qui n'ont aucune visibilité, aucune reconnaissance et qui sortent des Beaux-Arts, ou sinon en fait, et c'est une sorte de va-et-vient, des artistes en fait historiques que nous mettons en fait en lumière par rapport à des expositions qui leur permettent en fait de revivre et de se reproposer par rapport à l'histoire de l'art. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu quelques images qui paraissent. Donc là, c'est François Morlaix qui a été montré l'année dernière au Centre Pompidou, qu'on a montré à la galerie. Très prochainement, d'ailleurs dimanche, je vous invite à voir, il y a pas mal de polémiques en ce moment sur un artiste qui va être montré au Château de Versailles, donc l'art contemporain dans la tradition, Anish Kapoor. Monumenta avec plusieurs expositions qu'on a défendues. Donc en fait, voilà, j'ai voulu vous raconter une histoire plutôt que de vous raconter qu'est-ce qu'être galeriste. J'ai voulu vous raconter en fait le fait de persévérer dans une sorte de volonté d'arriver à quelque chose qui devient une sorte de certitude sans savoir exactement et sans avoir les armes, sans avoir les codes, sans avoir le vocabulaire et sans avoir la grammaire que j'ai acquis au fur et à mesure des rencontres et grâce aux artistes, grâce aux journalistes et aux commissaires d'exposition. Voilà.